Joliba Morning News. Le ministre de la Refondation de l'État, le professeur Ibrahim Ikassa Maïga, monte au créneau contre les sanctions de la CEDEAO, une réaction qui intervient 2 semaines après la prise des dites sanctions. Les détails à suivre dans ce journal. Formation des diplomates sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Dans un instant pour vous, les détails de cette initiative de l'USAID à travers Mali Justice Project. Accueil triomphal pour Ibawan après son sacre au Afrima Awards au Nigeria. Plus de détails dans ce journal avec nos reporters. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Joliba TV News. Le journal, c'est Joliba Morning News. Bienvenue à toutes et à tous. 2 semaines après la prise des sanctions individuelles de la CEDEAO contre les autorités de la transition, le professeur Ibrahim Ikassa Maïga a adressé une lettre ouverte au chef d'État de l'organisation. Dans sa lettre, le ministre de la Refondation de l'État fustige les décisions de la CEDEAO contre le Mali. Arona Salia connaît pour le décryptage de la lettre. Le professeur Ibrahim Ikassa Maïga enlève sa casquette de ministre et s'adresse au chef d'État de la CEDEAO sous le manteau d'enseignant. Dans cette lettre ouverte, le professeur Ikassa n'a pas pris de gants pour faire savoir ce qu'il pense des sanctions de la CEDEAO contre les autorités de la transition malienne. Pour lui, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a altéré les idéaux de cette organisation régionale à vocation d'intégration économique et sociale. Pour l'enseignant-chercheur, la CEDEAO peine à réussir sa mission première qui est l'érection d'un marché commun dont les principes fondamentaux sont la libre circulation des personnes et leurs biens. Ibrahim Ikassa se demande pourquoi la réalisation de ces objectifs fondamentaux de l'organisation sont moins importants aux yeux de la conférence des chefs d'État en comparaison au protocole additionnel qui punit le Mali. La CEDEAO de l'interdiction du voyage, de l'embargo et du gel des avoirs est une inacceptable perversion de l'organisation, regrette-t-il. Pour le ministre, le Mali veut se relever, se refonder. À défaut de l'aider, le professeur demande au chef d'État de la CEDEAO de ne pas l'empêcher d'aspirer à la paix et à la prospérité. Le ministre de la Refondation de l'État invite l'organisation à écouter le cri de détresse d'un peuple en quête de mieux-être, plutôt que de chercher à casser son élan. Il rappelle enfin que c'est en des moments cruciaux dans la vie d'une nation qu'elle a besoin de la compréhension et de l'accompagnement des États frères et des organisations dont elle est membre. Cette lettre ouverte reflète sans nul doute de la divergence de vues sans précédent entre le Mali et cette organisation régionale à la création de laquelle il a fortement contribué. La 8e réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC qui se tiendra du 29 au 30 novembre au Sénégal renforcera le consensus stratégique entre la Chine et l'Afrique et indiquera la voie à suivre pour le développement durable et de la haute qualité de la coopération sino-africaine, a indiqué Qian Keming, vice-ministre du commerce chinois, a rappelé que depuis la clôture du sommet de Beijing 2018 du FOCAC, le ministère du Commerce, conjointement avec d'autres organismes gouvernementaux, poursuivent la mise en œuvre de haute qualité des 8 initiatives majeures proposées par le président Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du sommet du FOCAC à Beijing, afin de promouvoir la coopération sino-africaine et diligenter la coopération économique et commerciale sino-africaine pour qu'elle se stabilise, se redresse et enregistre de nouveaux progrès malgré les répercussions de la COVID-19. À travers son initiative Mali Justice Project, l'USAID offre 2 jours de formation aux diplomates du Mali et de la sous-région sur la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. La formation a débuté ce mercredi 24 novembre à Bamako. El Hadji Malik Guiteye. Renforcer la capacité des diplomates sur les textes relatifs à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, c'est l'objectif de 2 jours de formation organisés par USAID à travers Mali Justice Project, une initiative qui a pour but de faire avancer les réformes institutionnelles, accroître l'accès aux services judiciaires et lutter contre la corruption. Nous parlons notamment de la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, auquel appartient cette lutte contre la traite des personnes, parce qu'évidemment c'est un problème qui se veut transfrontalier, d'où la raison pour laquelle nous avons cru bon de faire appel aujourd'hui aux diplomates maliens, diplomates de la sous-région,
de façon à pouvoir combattre ce fléau à travers différents mécanismes juridiques. Cette initiative intervient à un moment où le Mali est sur la liste d'alerte des pays où de graves entraves judiciaires sont commises selon les derniers rapports des États-Unis sur les droits humains. Des pratiques comme l'enrôlement des enfants soldats, la mendicité ou encore l'esclavage par ascendance y sont dénoncés. Toutefois, si rien n'est fait d'ici la publication du prochain rapport, le Mali pourrait être exclu de la liste des pays bénéficiant de l'aide au développement des États-Unis. Mais le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a donné des instructions, pas plus tard que la semaine dernière, aux différents procureurs de prendre toutes les mesures qui s'imposent, notamment les dispositions du Code pénal, pour essayer de juguler cette problématique qui, malheureusement, n'est pas du tout une bonne chose pour notre pays. Les participants à la formation, au nombre d'une dizaine, se réjouissent d'une telle initiative qui sera très bénéfique pour eux. Une telle formation qui vient renforcer les capacités des diplomates ne peut être que saluée à notre niveau. Vraiment, je salue l'initiative et j'adhère pleinement. Comme vous le savez déjà, le Mali est sur la liste rouge par rapport à la traite des personnes et du trafic des migrants. Donc nous pensons que cette formation est la bienvenue parce que ça permet à chacun de nous de mieux cerner la problématique et d'y faire face. Financé à hauteur de 31,8 millions de dollars par le gouvernement américain, Mali Justice Project, d'une durée de 6 ans, a débuté depuis 2016. Outre Bamako, il est exécuté dans 7 autres régions du Mali. Considérée aujourd'hui comme l'une des pionnières du rap malien, Ami Yerawolo est cette rappeuse qui hisse très haut le drapeau malien à travers ses spectacles dans le monde. Adama Sanogo s'est intéressé à la vie de l'artiste. Suivons. Jeune et bourré de talent, Ami Yerawolo ou Danfari pour ses fans, a su s'imposer comme la première femme rappeuse au Mali. À travers son inspiration et son amour pour les micros, elle a concurrencé le flot des rappeurs. Malgré sa licence en finance et comptabilité, Ami Yerawolo a opté pour le rap. C'est le rap qui m'a... Je pense que c'est lui qui a été à la recherche de Ami Yerawolo. Et parce que moi, je ne m'attendais pas à être rappeuse parce que je ne viens pas d'une famille où on fait de la musique. Mais bon, je me suis retrouvée dans ça et j'ai jamais pris de cours de rap. J'ai jamais été voir quelqu'un pour écrire un texte. N'appartenant pas à une famille de musiciens, petit à petit, Danfari s'est vu devenir une superstar. Depuis au lycée, je faisais des freestyles au lycée, mais ça, c'était pas encore sérieux. C'est vers 2009 que j'ai pris ça au sérieux et mon premier album, il est sorti en 2014. Donc, et depuis la sortie de mon premier album, je me suis dit, je pense que ça, c'est ma destinée. C'est pour ça que je suis là sur Terre et je suis faite pour ça. J'ai été critiquée, indexée, insultée, sabotée, rabaissée, parfois même des... Au Mali, les femmes rappeuses sont vues d'un mauvais œil. La société ne tolère pas certains comportements à l'endroit de la femme. Je suis venue dans ce secteur. Nous, les femmes, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains spectacles. On essaye de ne pas nous programmer. Parfois, certains nous ridiculisent. Et certaines personnes profitent même de l'aspect physique qu'on représente. Par exemple, moi, la façade que je représente, certaines personnes profitent juste de cette façade-là pour nous détester. Un des combats menés par la pionnière du rap malien a été et demeure la défense de la cause des femmes rappeuses. Ami Yerawolo se bat nuit et jour pour que les jeunes filles qui sont dans la rue, qui sont comme elle, qui ont la même passion qu'elle, puissent vivre dignement de leur acte, qu'elles ne soient plus obligées de quitter la famille pour pouvoir faire leur passion. Après le travail, il faut donc s'attendre toujours à une récompense. Avec ses 10 ans de carrière, Ami Yerawolo a déjà à son compte plusieurs prix. J'ai eu la chance d'avoir certaines reconnaissances, bien sûr, avec surtout les femmes qui sont au niveau de la presse du Mali, qui m'ont décerné un trophée femme battante de l'année. Ça, c'était en 2017. J'ai été meilleure rappeuse du Mali, j'ai été meilleure artiste féminin du Mali. Et donc, j'ai eu beaucoup de trophées. Et Moussoya aussi, avec ma marraine, Madame Koumbaba, m'a aussi décerné un trophée. Tout ne semble pas rose chez la rappeuse. Malgré son succès, elle est critiquée au quotidien à cause de son style vestimentaire. Au Mali, quand vous allez demander aux gens, c'est qui Ami Yerawolo?
On va juste vous dire, ah c'est une rappeuse et puis elle s'habille en garçon manqué, point. Les gens pensent que non, juste parce que je m'habille en garçon manqué, je suis une délinquante, je suis une moins que rien. Alors que Ami Yarawolo a 10 ans de carrière, Ami Yarawolo a 2 albums au marché. Ami Yarawolo est parti représenter dignement le Mali plusieurs fois dans la sous-région, à l'international. En dépit de ces critiques, il faut aussi ajouter des difficultés de la vie qui n'épargnent personne. Et je me suis toujours battue pour payer mes loyers, payer à manger, avoir tout ce que... Et je me suis toujours battue pour ne pas qu'on dise « Ami Yarawolo, elle a commencé hier, elle a arrêté aujourd'hui ». Même si je n'avais pas les moyens d'aller au studio, je travaillais à côté parallèlement. Je faisais des petits jobs pour pouvoir payer mes séances studio, pour pouvoir faire mes vidéoclips, pour pouvoir être là où les autres artistes sont. Les difficultés, il y en a toujours. Pour la défense de la cause des rappeuses, Ami Yarawolo reste déterminée. Raison pour laquelle elle a initié le festival Le Mali a des rappeuses qui est à sa 4e édition. Direction Colombie pour l'image du jour, le canot cristal. Le canot cristal est communément appelé rivière aux 5 couleurs car 2 mois par an, ces tons vont du rouge au jaune en passant par le violet. C'est un affluent du Rio Guayabero en Colombie, au centre du pays, dans la région du Meta. On la nomme aussi la rivière arc-en-ciel, tant elle subjugue par ses reflets. Pour la rejoindre, il faut d'abord faire escale à la Macarena, un village accueillant typiquement colombien, à 1 heure de l'entrée du parc Cano Cristal. Cano Cristal se traduit par ruisseau des cristaux. Il s'agit donc d'une rivière en Colombie, située dans la Serranía de la Macarena, département de Meta, à 150 km au sud de Bogota. Ce qui fait la particularité et la beauté de cette rivière, ce sont les algues endémiques dénommées Macarenia clavigera, qui de septembre à novembre lui donnent des colorations particulièrement rouges, roses, violettes, jaunes et oranges. Maintenant, l'actualité internationale. Un détachement de gendarmerie à Inata, dans le nord du Burkina Faso, a été la cible d'une attaque djihadiste le 14 novembre dernier au petit matin. L'attaque, considérée comme la plus meurtrière contre les forces de défense et de sécurité, a fait au moins 57 tués, dont 53 gendarmes et 47 rescapés, selon un bilan provisoire. Des opérations de recherche étaient toujours en cours pour retrouver d'éventuels survivants de l'attaque de ce camp, qui comptait environ 150 éléments. Cet assaut meurtrier d'Inata vient ainsi mettre en exergue l'impuissance grandissante de l'armée face aux actions sanglantes et répétées des groupes armés. Ce mardi 23 novembre, 36 gendarmes sur la 50aine tués ont été inhumés. Une cérémonie d'inhumation agitée au cours de laquelle les familles et les proches des victimes ont montré leurs exaspérations et leur dégoût quant à la qualité même des tombes. La façon dont les tombes ont été creusées, c'est un manque de respect pour les familles des victimes, c'est un manque de respect pour ces soldats tombés dignement pour la patrie, c'est un manque de respect pour les veuves, c'est un manque de respect pour ces orphelins qui pleurent aujourd'hui. Parce que quand vous prenez les tombes, ce ne sont pas des tombes ça, ce ne sont pas des tombes. On n'a jamais vu des tombes comme ça, c'est une foutaise. Si ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gérer ces tombes, s'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas enterrer dignement nos soldats tombés au front, ils pouvaient nous le dire, nous sommes capables dignement de creuser ces tombes-là et d'enterrer nos frères qui sont tombés. La qualité des sépultures n'était pas le seul motif de mécontentement lors de ces funérailles. Les familles interpellent également la hiérarchie militaire et le gouvernement pour une meilleure prise en charge des soldats en lutte contre le terrorisme. En effet, les gendarmes attaqués attendaient la relève depuis plusieurs jours et avaient peu auparavant lancé un appel à l'aide, affirmant qu'ils étaient à court de munitions et de vivres. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une inertie au niveau de la hiérarchie militaire. Nulle part au monde, on envoie des gamins au front sans une hiérarchie qui essaie de coordonner les choses. On n'a jamais entendu qu'un seul gradé burkinabé soit tombé au front. Comment on peut expliquer ça?
En attendant les conclusions d'une enquête sur la déroute de l'armée lors de l'attaque d'Inata, 2 commandants responsables du secteur nord du pays ont été démis de leurs fonctions par le gouvernement. Notons que le Burkina Faso, qui fait partie de la zone des 3 frontières, est confronté depuis 6 ans aux attaques djihadistes qui ont fait environ 2000 morts et plus d'1 million de déplacés. C'est à travers un communiqué que le gouvernement guinéen a annoncé dimanche soir le décès de la jeune dame Massila des suites d'un viol présumé par des médecins dans une clinique privée de Conakry. En effet, la victime, 25 ans et diplômée en secrétariat, avait été évacuée à Tunis pour des soins suite au viol dont elle avait été victime dans une structure hospitalière de Conakry. L'affaire qui a créé l'émoi au sein de la population a abouti à l'inculpation puis à l'arrestation de 3 personnes et une autre personne en fuite. Après l'annonce du décès, la famille de la jeune femme a reçu une délégation du gouvernement guinéen dirigée par la ministre de la Justice, Fatoumata Yari Souma, qui s'est dit choquée par les faits. Nous représentons ici les plus hautes autorités de ce pays et nous sommes venus exprimer notre compassion à la famille éplorée. Nous avons tous été choqués par ce qu'elle a subi. Nous avons été tous traumatisés par les faits. Malgré tout, nous avons espéré et prié qu'elle nous revienne à l'issue de ses soins. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi par la volonté divine, dirons-nous, parce que nous sommes des croyants. Mais nous savons et nous n'oublions pas qu'à la base, c'est l'irresponsabilité et l'incurie de certains humains, des supposés docteurs qui sont à la base, qui nous ont conduits à cette situation regrettable. Selon la presse locale, la victime s'était rendue dans un établissement situé dans la banlieue de Conakry. Les raisons de son passage dans cet établissement n'ont pas été précisées. Après le viol présumé, la jeune femme avait été ensuite évacuée en octobre par les autorités à Tunis pour des soins dont la nature n'a pas été précisée non plus. Après une saisine du parquet, un juge d'instruction du tribunal de Manfanko dans la banlieue de Conakry a placé le 14 octobre 3 médecins en détention provisoire pour viol, avortement, administration de substances nuisibles, risques causés à autrui et complicité, a indiqué le parquet dans un communiqué distinct dimanche soir. La mort de Massila suscitait lundi un large débat sur les réseaux sociaux. Une pétition à l'initiative d'associations de défense et des droits des femmes réclamait des sanctions contre les auteurs présumés. Des émissions de radio ont été également organisées lundi matin sur cette affaire. De la queue de bœuf en ragoût, c'était le plat préféré de Nelson Mandela, premier président noir sud-africain et vainqueur de l'apartheid. Dans sa paisible maison de Johannesburg, transformée en hôtel chic, un restaurant la propose désormais en ravioli à ses clients. Une façon innovante pour la Fondation Mandela, propriétaire des murs, de faire vivre le patrimoine et de le rendre rentable économiquement. Baignée de soleil grâce à ses multiples puits de lumière et baies vitrées, cette bâtisse ancienne d'un quartier cossu de Johannesburg n'a gardé que sa façade blanche. L'intérieur a été refait du sol au plafond après avoir été dépecé ces dernières années par des squatteurs indélicats. Mandela, souvent appelé avec affection Madiba ou Tata, s'y était installé peu après sa libération de prison en 1990. Il y a passé 8 ans avant de déménager dans une rue plus loin avec sa dernière épouse, Gracia Michel. La suite présidentielle de l'hôtel ouvert en septembre, baptisé Sanctuary Mandela pour que les clients s'y recueillent dans le calme et l'énergie positive du leader défunt, était la chambre à coucher du grand homme. Selon les initiateurs de ce projet, on vient dans ce havre de paix pour Mandela, on y revient pour le lieu qui reflète 2 qualités essentielles du président chéri des Sud-Africains, l'humilité et l'élégance. Alors que la coalition rebelle s'approche d'Addis Abeba, le gouvernement recrute de nouveaux soldats. Mercredi 24 novembre, dans la banlieue de la capitale, environ 1200 jeunes s'engageaient dans les forces de défense.
À cet effet, l'Éthiopie tient une cérémonie en l'honneur de ces nouvelles recrues volontaires de l'armée qui comptent se rendre sur le front pour affronter les rebelles. Le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, a dit aussi vouloir aller sur le front pour diriger les soldats. C'est à cause de l'avancée des rebelles que le Premier ministre a décrété la mobilisation générale. Il ne reste plus qu'environ 180 km entre la ligne de front et les faubourgs de la capitale Addis Abeba. Mardi soir, de violents combats avaient encore eu lieu au-dessus de la bourgade de Debrecina, à 190 km de la capitale. Le village lui-même, qui se trouve au pied des massifs montagneux, a été pris par la rébellion qui s'est battue la nuit dernière pour le contrôle du col de Termaber à une dizaine de kilomètres plus en avant, un col traversé par un tunnel routier stratégique qu'on appelle le tunnel des Italiens. Culture et retour triomphal pour Ibawan. Le rappeur malien Ibrahim Sissoko, alias Ibawan, a été accueilli en triomphe ce mercredi 24 novembre 2021 à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako en provenance de Lagos, Nigeria, où il a remporté dimanche 21 novembre 2021 5 trophées aux Afrima Awards, la plus grande cérémonie de récompense musicale en Afrique. Reportage Youssouf Kone et Bakoroba Nyari. C'est la victoire pour le Mali, pour la musique malienne. Je peux dire ça comme ça. Vraiment, merci à Megladia, merci à vous tous, merci à tous les médias qui sont venus à l'air là pour m'accueillir. On va dédier ces trophées-là à qui? À Maman Oumundili, Inch'Allah. Le comité d'organisation de la 13e édition des rencontres de Bamako et de la Biennale africaine de la photographie ont officiellement annoncé lundi 22 novembre 2021 le report de l'événement à octobre-décembre 2022. Les rencontres de Bamako étaient initialement prévues du 20 novembre 2021 au 20 janvier 2022 dans la capitale malienne. Reportage Youssouf Kone et Boureima Doubaré. C'est officiel. La 13e édition des rencontres de Bamako ou encore la Biennale africaine de la photographie, initialement prévue du 20 novembre 2021 au 20 janvier 2022, se tiendra finalement du 20 octobre 2022 au 20 décembre 2022. L'information a été donnée le lundi 22 novembre 2021 par le comité d'organisation de l'événement. Au dire du délégué général de cette édition, Cheikh Diallo, il fallait donner du temps au temps pour bien organiser ce grand rendez-vous de la photographie. On vit au Mali et on est dans le monde. On n'est pas sans savoir qu'il y a eu quelques changements, aussi bien structurels que sociaux et économiques. La Biennale n'est pas exempte de ça. Il était plus judicieux pour nous d'un commun accord, bien entendu, avec les institutions qui nous supportent, qui sont le ministère de la Culture et puis l'IF, l'Institut français, qu'il était beaucoup plus sage de mieux préparer la Biennale que de le faire dans les moments un peu difficiles. Seulement les dates de la tenue de la Biennale ont changé. Le thème, la sélection des artistes n'ont subi aucun changement. C'est juste les dates de la Biennale, de la manifestation qui sont reportées. Les candidatures ont déjà été faites et aussi les sélections. Les artistes concernés, ceux qui ont été sélectionnés, sont informés. Cette 13e édition des rencontres de Bamako entend proposer un projet artistique à la hauteur des attentes, impliquant l'ensemble des acteurs de la société. La seule chose que je peux vous promettre, c'est qu'on a un an pour travailler. On est ici à Bamako pour travailler, pour regarder les lieux. On a choisi les artistes. On va commencer à placer les artistes dans les lieux. On va commencer à créer les liens avec la société, comme j'ai dit avant, qu'on veut faire une biennale qui est un festival, une célébration de la photographie et de la culture africaine. Donc c'est la seule chose que je peux vous promettre.
Donc on va travailler pendant 1 an pour réaliser cela. Aussi, selon les organisateurs, l'édition 2022 de la Biennale fera un focus particulier sur les femmes, tout à leur honneur. Et je reçois cette information avec beaucoup de plaisir et vu que nous sommes plus considérés cette année dans le cadre de la rencontre africaine de la photographie, c'est juste un plaisir et une opportunité pour nous de nous exprimer à travers nos œuvres photographiques. Toujours selon le délégué général, la vraie relance de la Biennale se fera au mois de janvier 2022 avec l'ensemble des partenaires de l'événement. Voilà, c'est tout pour ce Joliba Morning News. Aimables téléspectateurs, merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.